Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là. Vous êtes sur le deuxième webinaire de See My Vet, l'entreprise qui s'est donné comme mission d'améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons couvrir un sujet, je pense, qui nous fait tous un petit peu peur, qui nous concerne tous, celui de la e-réputation du vétérinaire. Et je suis ravie d'accueillir Julie et Sylvie, qui font partie du cabinet R&R et qui vont aujourd'hui passer en revue ce sujet avec des cas très concrets, des exemples pratiques et surtout, au bout de la présentation de 30 minutes, vous avez un quart d'heure pour poser toutes les questions que vous voulez. Mettez-les dans le chat au fur et à mesure. S'il y a des choses qui sont pertinentes au moment, à l'instant T, j'interromprai les présentatrices. Sinon, on fera un cumul de questions-réponses à la fin. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et je vous retrouve à la fin pour les questions-réponses. Merci Julie et Sylvie, à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je vais intervenir sur la première partie de la présentation et mon associée Julie interviendra sur la deuxième partie. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de ce webinaire pour aborder la e-réputation des vétérinaires, qui est devenu un enjeu majeur aujourd'hui, puisque avant la réputation se faisait beaucoup par bouche à oreille. Lorsqu'on cherchait un professionnel de santé, on allait demander des recommandations à son entourage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et les chiffres le prouvent. Alors, oui, et les chiffres le prouvent. Vous avez plus de 55% des personnes qui consultent les avis en ligne avant de consulter un vétérinaire. 63% des vétérinaires qui déclarent accorder de l'importance à leur e-réputation. 8 vétérinaires sur 10 qui pensent que de mauvaises notations en ligne ont un impact sur leur chiffre d'affaires. Et enfin, 7 vétérinaires sur 10 qui font le point une fois par an sur leur e-réputation. La e-réputation, avant peut-être… Sylvie, je Oui. vous coupe, je ne vois pas avancer votre PowerPoint. Alors. J'imagine. Voilà, parfait. C'est bon. Est-ce que là, c'est bon? C'est bon, c'est parfait. Vous voyez, ok. Alors, ok, d'accord, pardon. Pas de souci. Donc voilà les chiffres que je viens d'énumérer. Donc il y a différents moyens pour un professionnel de santé construire son image sur Internet. En premier lieu, il y a le référencement sur les moteurs de recherche, référencement qui peut se faire de manière naturelle comme de manière artificielle. En deux mots, le référencement naturel, vous allez donc sur votre… là, c'est si vous avez un site Internet, vous allez utiliser des mots qui vont permettre d'être mieux référencés lorsqu'une personne tape vétérinaire par exemple dans le moteur de recherche et elle va trouver tout de suite en première ou deuxième page, vétérinaire par exemple Bordeaux, et elle va trouver en première ou deuxième page votre site. Donc quels sont les moyens pour vous de construire votre image sur Internet? Donc le référencement de site Internet, il y a également donc la création d'une page sur Facebook qui doit se distinguer de votre page personnelle, la fameuse page professionnelle qu'on peut voir sur Facebook. Donc ça, c'est les différents moyens d'être présent sur le net. Maintenant, et c'est ce qui va faire l'objet de notre plan, il y a un certain nombre de risques auxquels vous pouvez être sujet sur Internet, et donc il nous appartient de les prévenir. Donc, en première partie, nous allons voir la prévention de ces risques et la préparation de la réaction. Puis ensuite, Julie verra avec vous donc comment réagir aux atteintes que vous pouvez avoir sur Internet en donc conservant la preuve, exerçant un droit de réponse, demander le retrait du contenu, et on terminera par des cas d'étude. Donc, la prévention du risque, elle passe tout d'abord par l'identification des sources. Les sources d'atteinte à la réputation sur Internet, quelles sont-elles? C'est les réseaux sociaux, les forums de discussion en ligne et les autres sites, ainsi que les moteurs de recherche. Donc, sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est les réseaux sociaux tels que Facebook ou LinkedIn ou encore Twitter, sur lesquels des personnes peuvent partager des informations sur vous, votre structure, vos compétences, de la même
les forums de discussion qui sont vraiment des espaces dédiés. Là, on vous a mis Doctissimo ou 30 millions d'amis. Ces forums permettent d'échanger sur des thèmes en particulier. Et là, chaque personne est libre de partager les informations qu'elle le souhaite. Enfin, donc, sur les moteurs de recherche, donc là, on a fait un petit focus. Il y a deux fonctionnalités en fait que propose Google, qui sont la fonctionnalité, Google Suggest et également Google My Business. Donc Google Suggest, c'est très concrètement, alors c'est même pas une fonctionnalité, c'est lorsque vous allez cliquer dans le moteur de recherche Google, vous allez cliquer, là on a mis un exemple, sur votre nom et à votre nom va être associé un terme qui sera négatif pour vous. Donc là, ça peut être le fait d'une personne malveillante qui a, en fait, comment ça se passe, c'est Google qui a retenu, ce sont des personnes qui ont rentré un certain nombre de fois cet adjectif et qui l'ont associé à votre nom. Et donc après apparaît cette suggestion sur le moteur de recherche. Donc ça, on verra dans la partie aussi de Julie comment on peut faire pour agir. Et il y a également Google My Business, qui sont là les fameuses fiches que vous voyez apparaître lorsque vous rentrez votre nom sur le moteur de recherche. Il y a donc la fiche de présentation des professionnels. Là, on vous a mis l'exemple sur le slide qui apparaît avec une possibilité pour les internautes de vous noter. Donc là, les fameux avis en ligne. Le risque réputationnel, il est puisque bien sûr, vous pouvez avoir des avis négatifs qui sont accessibles à tous. Donc on verra aussi quelle stratégie adopter et comment répondre à ces avis dans la deuxième partie. Alors, sur Google My Business, quand même, donc là, petit focus aussi. Donc, vous allez me dire, mais moi, j'ai jamais demandé à ce que la fiche de la présentation de mon cabinet figure sur Google. Donc, est-ce que je peux demander à ce qu'elle soit supprimée? Donc là, il y a un certain nombre de jurisprudences. Il y a déjà, alors pas nécessairement des vétérinaires, mais par exemple des avocats qui sont allés devant le juge pour demander la suppression des fiches Google My Business. Donc là, c'est pas automatique. Le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une balance des intérêts. Donc la balance des intérêts, c'est les intérêts du responsable de traitement, son intérêt légitime. Là, il y a des arrêts de jurisprudence qui soutiennent, en fait, le juge a fait droit aux demandes de Google, puisque Google disait, moi, c'est dans mon intérêt légitime de mettre en ligne cet annuaire pour que les internautes aient accès rapidement aux informations sur des professionnels. Donc, j'ai un intérêt légitime et d'autant plus justifié que les informations des professionnels étaient par ailleurs accessibles sur d'autres annuaires trouvés sur le net, des annuaires spécialisés. Donc moi, Google, je n'ai fait que reprendre ces informations déjà accessibles et qui étaient dans l'intérêt du public, des internautes, de consulter. À l'inverse, les personnes peuvent aussi revendiquer leur situation particulière. Si jamais sur la fiche professionnelle, il y a des coordonnées hautement personnelles, c'est une fiche professionnelle, donc pas de raison que ça arrive, mais bon, dans le cas où ça arriverait, là, l'intérêt la demande de suppression de la personne sera justifiée. La réponse est, est-ce que je peux retirer une fiche? Il faudra vraiment faire une balance des intérêts, même si là, on comprend que dans le cadre des fiches professionnelles, la balance des intérêts sera plus du côté quand même du moteur de recherche. Maintenant, ce qu'on vous dira aussi après, c'est qu'il sera dans votre intérêt d'avoir la maîtrise de cette fiche et donc de créer un compte et vous-même de renseigner la fiche qui apparaît sur Google My Business. Donc, c'est l'objet du point 2, mais une fois qu'on a identifié les sources, il faut maintenant apprendre à les maîtriser. Donc là, nous, on préconise aux professionnels de santé d'être vraiment actifs dans la gestion de leur e-réputation.
aussi bien actif donc sur les réseaux sociaux en modérant votre page ou en sollicitant un tiers pour la modérer à votre place, afin notamment de contrôler les menaces qui sont les abus de la liberté d'expression, les atteintes à la réputation. On reviendra un peu plus après sur les différentes infractions qui peuvent être constituées en matière de réputation. Et cette maîtrise donc, va augmenter votre présence positive sur Internet et donc faire décliner votre image négative. Donc, comment très concrètement maîtriser ces sources? Donc, être actif dans la gestion, ça on vient d'en parler. Il y a aussi la formation de votre personnel. Donc, même si vous exercez à titre individuel, vous avez très certainement une assistante. Cette assistante, elle peut peut-être écrire des choses sur Internet. Donc, il faut sensibiliser le personnel à ce qui est écrit sur le net et mettre en place donc une veille numérique. Bon, être actif, on l'a vu, donc j'y reviens pas, hein, surtout la création des comptes, donc ça c'est super important, la mise à jour des profils, avoir une activité récurrente, gestion des avis clients, on va le voir plus en détail dans la partie de Julie. Quant à la stratégie, donc il y a plusieurs choix possibles de stratégie. Là, on vous a listé un certain nombre de stratégies qui peuvent être préventives. Donc, préventif, ça veut dire quoi? C'est mettre en place des actions de prévention en amont, neutre. On peut aussi très bien se dire, je laisse ma réputation se faire, je ne fais rien. Du coup, elle va se créer toute seule. Et comme je suis un professionnel compétent, les personnes vont aller mettre des avis et la plupart sont beaucoup plus positifs que négatifs. Donc, ça va rééquilibrer les choses. Pacifique, donc voilà, vous avez aussi un droit de réponse, on le verra aussi plus tard de manière plus détaillée. Vous pouvez directement vous adresser à l'auteur pour retirer les propos déplaisants. Bon, défensive, offensive, voilà, jusqu'à, en fait, c'est gradué, hein, offensive, c'est jusqu'à avoir une attitude très procédurière et aller lorsqu'il y a besoin, en justice. Sur la formation du personnel, donc j'en parlais tout à l'heure sur la sensibilisation. Avant la sensibilisation, bien sûr, il y a l'information et il y a également et surtout la responsabilisation. Et cette responsabilisation peut passer aussi par un encadrement via une charte d'utilisation des réseaux sociaux ou une note informative qui peut être d'ailleurs contraignante puisque vous pouvez la mettre si vous avez un règlement intérieur, vous pouvez l'annexer à votre règlement intérieur. Et enfin, le troisième axe, c'est la mise en place d'une veille numérique. Donc, c'est pas aller une fois par an sur Internet pour voir ce qui se dit sur vous. C'est vraiment de manière régulière aller voir les réseaux, les avis clients, rechercher par mots-clés sur les moteurs de recherche et vous créer des alertes. Mais c'est vrai que si vous faites ça une fois par an, ce ne sera pas forcément très efficace. Donc, sur l'identification des atteintes, on a distingué deux types d'atteintes, les atteintes illicites des atteintes licites, puisque on peut tout dire sur Internet, il y a des choses qui sont pénalement sanctionnables et il y a des choses qui ne le sont pas. Chacun a la liberté d'expression prime, donc bien sûr que vous allez avoir des choses qui vont être négatives. Pour autant, si elles ne relèvent pas d'une infraction, vous ne pourrez pas faire grand-chose, sauf à adopter la stratégie adéquate, mais en tout cas au niveau de la justice. Donc les infractions, quelles sont-elles? La diffamation, l'injure, l'incitation à la haine ou encore l'atteinte à la vie privée. J'insiste juste sur la diffamation, donc là c'est vraiment l'imputation d'un fait, vrai ou faux, et Julie abordera ce point aussi. Il n'y a pas de diffamation si l'auteur réussit à prouver que le fait allégué était vrai. L'injure, donc c'est l'insulte, à ne pas confondre aussi avec le dénigrement, puisque l'injure c'est l'insulte sur la personne, alors que le dénigrement c'est le discrédit qui est porté au service proposé par la personne. L'incitation à la haine, à la violence et à la discrimination et l'atteinte à la vie privée.
On distingue aussi la sphère publique de la sphère privée. Alors ça, on a fait la distinction parce que les peines ne seront pas les mêmes. Dans la slide suivante, on vous a listé les différentes peines. Donc, vous voyez bien qu'entre la sphère publique et la sphère privée, le montant de la peine n'est pas le même. Sur le dénigrement, même chose, on n'agira pas sur le même fondement par rapport à la diffamation qui est un délit de presse. Le dénigrement, il va engager la responsabilité civile de son auteur. Donc, ce ne sera pas du tout les mêmes procédures. Donc, c'est aussi un point à prendre en compte. Et donc, ça, c'est les infractions, mais bien sûr, il y a les limites. Si ça rentre dans le cadre donc, de la liberté d'expression et que ça n'est pas une insulte, enfin une injure ou de la diffamation, bah, même si c'est négatif, voilà, vous ne pourrez pas aller en justice pour ça ou en tout cas vous fonder sur des dispositions légales. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas répondre. Après, on verra, il y a une stratégie. Et la même chose, le droit du public à l'information, qui rejoint la liberté d'expression. Donc, voilà, après, on verra aussi dans les cas pratiques. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que à chaque moment, vous devrez apprécier, en fait, est-ce que je rentre dans le cadre d'une infraction? Oui, non. Oui, et bien là, je mets en place une réponse. Non. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse faire ou est-ce que quand même je donne une réponse expliquant pourquoi, enfin, répondant, oui, répondant à la personne. Donc, encore une fois, pensez à définir une stratégie pour la gestion des avis négatifs licites. Ça ne veut pas dire que même si ce n'est pas sanctionné par une infraction, vous ne pouvez pas adopter une stratégie pour gérer les avis négatifs licites. Je passe maintenant la main à Julie. Alors, pour synthétiser ce qui s'est dit avant et annoncer la suite, en gros, ce qu'on a vu, c'était la gestion des avis en amont, en créant des fiches, en surveillant les avis qui sont publiés, en identifiant ce qui est licite et ce qui est illicite. D'accord. Sylvie vous a parlé de la diffamation, de l'injure, du dénigrement. Tout ça, c'est des concepts très théoriques pour vous qui, a priori, ne vous intéressent pas, mais ça a une implication dans les réactions qu'on va mettre en place. Ok, c'est pour ça que on est passé rapidement dessus. Vous aurez le temps de regarder en détail des exemples, mais il faut que vous connaissiez au moins l'existence de ces différentes notions. Donc ensuite, bon, sur la réaction, plusieurs étapes que je vais vous exposer et ensuite, ce que je vous propose de faire, ce qui vous fera rentrer un peu plus dans le vif du sujet si vous voulez participer aussi, c'est des cas d'études, d'accord? Donc en gros, première étape de la réaction, conserver une preuve. Conserver une preuve parce que si vous ne le faites pas en amont de la réaction, eh ben, si le contenu est retiré et que vous avez besoin d'engager une action quelconque ensuite pour des dommages et intérêts, vous n'aurez plus de preuve. Donc la preuve, elle se fait comment? Elle est de deux types. Le B.A.B.A., c'est de prendre une photo, enfin une capture d'écran du site, du support du contenu illicite, d'accord, avec la date et l'heure. Ok, donc la capture d'écran peut se faire avec la date et l'heure en haut de votre ordinateur. Je vous dis ça parce que c'est important aussi en termes de preuve plus tard dans une action. Si vous n'avez pas la date et l'heure de la capture d'écran, ça ne vaut rien. Ok, ça ne vaut rien parce que ça aurait pu être pris il y a 10 ans. Ça aurait pu, voilà, ça pourrait être monté toute pièce, etc. Ça, c'est le B.A.B.A. La première chose à faire, ça vous pouvez le faire seul, c'est facile. Ensuite, c'est un et ou, vous pouvez faire un constat d'huissier. Sachant que si l'atteinte est très importante, il ne faut pas se contenter d'une capture d'écran. Ok, parce que la capture d'écran pourra toujours être remise en cause et aura moins de force probante. D'accord? Donc tout dépend du degré d'atteinte que vous considérez subir. Ok, le B.A.B.A., la capture d'écran, le must, le constat d'huissier. Ok, donc ça, c'est la mesure préalable avant toute action. Ensuite,
Deuxième étape, c'est le droit de réponse, la gestion des avis. Ok. Le droit de réponse, il est réglementé par la loi. Il s'exerce que dans certains cas et sous certaines conditions. Les cas, c'est quoi? C'est qu'il faut que ce soit que le contenu auquel vous voulez répondre soit un contenu d'un site de presse en ligne ou d'un éditeur. Vous n'allez pas pouvoir exercer un droit de réponse au sens de la loi sur un site d'un hébergeur type moteur de recherche, réseaux sociaux. D'accord? Vous n'allez pas demander au moteur de recherche ou au réseau social de exercer votre droit de réponse. Vous allez simplement, éventuellement, écrire des commentaires en réponse. Voilà. Ok. Donc, si c'est un article, par exemple, sur Le Monde, sur un site de presse, vous pouvez exercer votre droit de réponse. Ok. Il y a un formalisme à respecter. Ça se fait par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois. La réponse est limitée à la longueur de l'article, dans un maximum de 200 lignes. Elle est limitée aussi aux concernés, c'est-à-dire que si vous êtes victime de diffamation pour un fait précis, vous allez pouvoir répondre à ce fait précis, mais pas à d'autres choses. Ok. Et évidemment, votre droit de réponse peut être refusé si vous avez vous-même des propos injurieux, diffamants ou malveillants. D'accord? Donc, le principe du droit de réponse, c'est que vous allez écrire au directeur de publication du site en lui demandant de publier telle et telle réponse à la suite du commentaire. D'accord? Si vous n'êtes pas sur un site de presse en ligne qui publie lui-même ses articles, mais que vous êtes sur un réseau social ou un moteur de recherche Google My Business. Comme je vous le disais, vous n'allez pas écrire à Google ou à Facebook pour leur demander la publication d'un droit de réponse au sens de la loi. Vous allez vous-même éventuellement rédiger un commentaire. D'accord? C'est moins formaliste. Donc, là, dans la gestion des avis, vous allez en gros rédiger un commentaire vous-même. Là, on vous a mis des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques qui sont listées là ayant parfois été condamnées en jurisprudence. Donc, dans les bonnes pratiques, c'est beaucoup de questions de bon sens. On vous propose de remercier le patient ou la personne d'avoir laissé un avis. Et ensuite, en fonction, soit vous expliquez vous-même la cause et les raisons et les conséquences du désagrément qu'il a subi. Vous précisez que éventuellement vous vous engagez à y remédier, mais attention, dans les mauvaises pratiques, on ne s'étend pas dans les commentaires de réponse qu'on laisse aux avis sur des choses qui violeraient le secret professionnel, qui ferait de la publicité illicite promotionnelle ou qui contiendrait aussi des propos malveillants, d'accord, diffamatoires ou injurieux. Ok. Donc, droit de réponse pour les sites qui publient eux-mêmes leur contenu et gestion des avis et réponse aux avis pour les sites qui ne font qu'héberger le contenu de tiers. D'accord? Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez devoir aller plus loin. Donc, vous allez faire des demandes de retrait du contenu. Parce que ce qui vous importe, c'est que le contenu soit retiré. Il y a deux types de demandes qui se font de manière chronologique. La demande précontentieuse ou amiable, et ensuite la demande contentieuse. D'accord? Donc, dans le cadre de la demande précontentieuse, si l'auteur du contenu litigieux est connu, est identifiable, vous allez le mettre en demeure de retirer le contenu. Ok, par une mise en demeure, c'est une lettre officielle, éventuellement d'avocat ou pas, qui constitue aussi une preuve préalable en cas de besoin d'aller devant le juge, ok, qui est nécessaire. L'oral ne suffit pas, et 3 lignes d'un mail lui demandant gentiment de le retirer ne suffira pas. Si l'auteur n'est pas identifiable ou n'a pas retiré le contenu,
vous pourrez demander à l'hébergeur de le faire. À ce moment-là, ça prend la forme d'une notification qui est réglementée aussi par la loi. D'accord ? Il faut décrire le contenu litigieux, lui donner l'adresse URL pour le localiser, d'accord ? Et expliquer pourquoi ça vous porte préjudice. Ok ? Donc, ces éléments sont importants parce que vous n'allez pas pouvoir obtenir le retrait d'un contenu auprès d'un hébergeur si vous ne lui dites pas où le contenu se situe. Donc, le fait de donner là où les adresses URL est indispensable. D'accord ? Sinon, il vous dira que c'est pas assez précis et il faudra refaire une notification en bonne et due forme. Et on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir cherché où le contenu est sur son site. Je prends l'exemple de Facebook, par exemple, qui est hébergeur des contenus publiés par les utilisateurs. Okay, il faut, si vous voulez faire retirer un contenu, lui communiquer le nom et le prénom du profil, l'adresse URL du contenu, etc., etc. OK ? Pareil pour Google. Donc là, vous avez deux destinataires selon les cas, en précontentieux. Vous avez demandé le retrait gentiment, plus ou moins par mise en demeure ou par notification légale. Vous n'avez pas obtenu le retrait. Vous n'avez pas 10 options, il faut aller devant le juge. OK, pour demander le retrait, éventuellement réparation du préjudice si nécessaire. Sachant que ce type d'action, pour ce type d'action, selon les cas, hein, ce n'est pas une généralité, c'est vraiment du cas par cas, mais on va souvent devant le juge des référés. C'est une procédure simplifiée et accélérée qui se fait très rapidement qui permet de demander des mesures urgentes. Donc, retirer un contenu qui est extrêmement préjudiciable et attentatoire à vos droits, c'est quelque chose d'urgent à faire. Okay ? Donc, vous n'aurez pas nécessairement à faire une procédure classique de 2 ans, évidemment. Ça n'aurait pas d'intérêt pour ce type de litige. Donc, voilà. Donc, le précontentieux, le contentieux pour le retrait de contenu. Alors ensuite, juste faire un petit aparté sur la mise en œuvre. On a parlé des éditeurs hébergeurs. En gros, l'idée est de vous dire contre qui agir, à qui faire la demande, que ce soit en précontentieux ou en contentieux. OK, il faut bien diriger sa demande. L'éditeur, c'est celui contre qui on agit en premier. Okay, l'éditeur, c'est celui qui écrit et publie le contenu. Donc, il est responsable du contenu avant toute chose. Okay. L'hébergeur, c'est celui qui stocke le contenu de l'éditeur. Donc, il est a priori pas responsable. Il sera responsable que si vous lui avez notifié le contenu, vous lui avez demandé de le retirer et il ne l'a pas fait rapidement. C'est 3 conditions pour obtenir la responsabilité de l'hébergeur. Donc, c'est contre lui qu'on va agir en second. C'est ce qu'on a vu avant. D'abord, on fait une demande de retrait à l'éditeur. S'il refuse, on fait une demande de retrait à l'hébergeur. Et s'il refuse, on pourra engager la responsabilité de tout le monde ou au moins demander le retrait devant un juge contre tout le monde. OK. Et il y a un cas particulier qu'on appelle de manière vulgarisée mi-hébergeur, mi-éditeur. En gros, c'est les hébergeurs qui ne se contentent pas de stocker le contenu, mais qui vont avoir un rôle actif sur le contenu, en le vérifiant, le contrôlant ou du simple fait qu'ils ont connaissance en amont. À ce moment-là, on considère que ces hébergeurs vont prendre la responsabilité des éditeurs et vous pourrez donc agir contre eux de la même manière que vous pourrez agir contre les éditeurs. OK. Pour vous donner des exemples, un éditeur, c'est Mediapart qui publie ses propres contenus sur son site. Un hébergeur, c'est Google My Business qui héberge les contenus publiés par les utilisateurs. OK. Et un exemple de hébergeur se comportant comme éditeur, c'est pas généralisé, mais il y a eu des procès là-dessus. Et en gros, eBay a été considéré dans certains cas comme un hébergeur assimilé à un éditeur parce qu'il aidait
les vendeurs ou les utilisateurs de son site à rédiger les contenus qu'il publiait sur le site. Donc on considère qu'il a eu un rôle actif parce qu'il a contrôlé et eu connaissance du contenu en amont. OK. Pour vous donner des exemples, 2 types d'exemples. Ce qui est très parlant, c'est les forums. Les forums non modérés, lambda, le plus classique, c'est les forums où tout le monde peut publier n'importe quoi, n'importe comment. Et le forum n'a aucune action là-dessus. À ce moment-là, on considère que le forum est un hébergeur, à proprement parler, avec un rôle passif. OK. À l'inverse, il y a les forums modérés, c'est-à-dire les forums où tous les contenus qui vont être publiés vont être vérifiés, validés, publiés ou non par des modérateurs avant leur publication. Ces forums-là, qui sont a priori des hébergeurs, en fait, sont assimilés à des éditeurs parce qu'ils contrôlent le contenu. OK. Et donc, ça a des répercussions. On va voir ensuite. Un autre focus aussi pour les moteurs de recherche. Google, en tant que moteur de recherche, est un hébergeur de sites internet référencés sur son moteur de recherche. OK. Sylvie parlait de Google Suggest, où en gros, Google va afficher en suggestion de recherche les requêtes les plus tapées par des utilisateurs et celles qui renvoient à des sites pertinents. OK. L'idée ici, c'est de vous faire comprendre que ce n'est pas parce que Google a la main sur l'affichage des suggestions de recherche que vous pouvez l'attaquer lui en tant qu'hébergeur devenu éditeur, ayant un rôle actif. Okay. Il restera hébergeur parce que les suggestions de recherche ne sont pas sélectionnées par des gens, mais par un algorithme automatique et neutre. D'accord? Donc, vous pourrez agir contre lui pour demander le retrait des suggestions, mais pas pour engager sa responsabilité pour avoir proposé les suggestions. Il faudra agir, là, il n'y a pas d'auteur, mais il faudra agir soit contre les sites auxquels renvoient les suggestions, soit contre personne, parce que vous n'avez pas d'auteur à proprement parler. OK. Donc, pour mettre en œuvre un peu tout ça, le déroulé de l'identification des actions à mettre en place. Donc, pour récapituler, on constitue une preuve avant tout, on exerce un droit de réponse si c'est un site de presse ou on répond aux avis si c'est un site moteur de recherche ou réseau social. Et ensuite, on demande le retrait en précontentieux et en contentieux, si besoin. La demande de retrait, on a vu qu'elle peut être dirigée contre l'éditeur ou l'hébergeur, ou les hébergeurs se comportant comme éditeurs. OK, contre un de ces 3 acteurs-là. Le problème de la plupart des sites, c'est que souvent, les auteurs des contenus ne vont pas être identifiables. OK, donc vous n'allez pas pouvoir écrire à l'auteur. Pour vous montrer les 2 cas de figure, si l'auteur est identifiable, comme on a dit, vous mettez en demeure l'auteur de retirer le contenu et vous utilisez votre droit de réponse éventuellement. S'il retire le contenu, ça s'arrête là. S'il ne retire pas le contenu, vous allez devoir notifier à l'hébergeur le contenu illicite. D'accord? C'est à défaut de réponse de l'auteur, de l'éditeur du contenu, que vous allez voir l'hébergeur. Et éventuellement, vous pouvez aussi engager une action contre l'auteur devant le juge. OK, mais à ce moment-là, on est sur une action contentieuse. Si, dans l'autre hypothèse, l'auteur n'est pas identifiable, première chose à faire, vous utilisez votre droit de réponse et ensuite, vous ne pouvez pas, par définition, contacter l'auteur. À ce moment-là, vous allez directement voir l'hébergeur, d'accord, et vous allez lui demander 2 choses différentes. Premièrement, vous lui notifiez le contenu illicite et vous lui demandez de retirer le contenu. Et deuxièmement, vous allez lui demander l'identité de l'auteur, d'accord, pour agir contre l'auteur ensuite.
Sur votre demande de retrait du contenu, si l'hébergeur le retire, tout va bien. S'il ne le retire pas, vous pouvez alors, à ce moment-là, engager une action contre l'hébergeur. Et sur votre deuxième demande, qui consiste à lui demander la communication de l'identité de l'auteur, la plupart du temps, en pratique, il ne vous la donnera pas. Hein, parce que c'est des données personnelles, il se protège, etc. Donc à ce moment-là, vous engagez une action qu'on dit non contradictoire, c'est-à-dire que vous allez voir un juge seul pour lui demander d'ordonner à l'hébergeur de communiquer l'identité de la personne afin de pouvoir agir contre elle ensuite. D'accord? Et le juge vous l'accordera la plupart du temps. OK? Donc, encore une fois, toutes ces actions ne sont pas des actions classiques de fond qui durent 2 ans. Pour obtenir l'identité de l'auteur, vous n'aurez qu'à aller devant un juge seul et il vous accordera la demande, dans la plupart des cas. Et pour obtenir le retrait d'un contenu, vous allez agir devant un juge, non pas seul, mais en appelant, en agissant à l'encontre de l'hébergeur, mais ce sera une procédure simplifiée et rapide. Okay, donc, ce n'est pas quelque chose d'infaisable. Et ensuite, par rapport à ce qu'on s'est dit, donc, vous avez compris la distinction éditeur, premier responsable contre qui j'agis, hébergeur, les seconds contre qui j'agis. Si l'hébergeur, au lieu d'avoir un rôle purement passif, a un rôle actif sur la publication du contenu, par exemple les forums modérés ou eBay dont je vous parlais. Là, les choses vont changer. S'il n'a pas de rôle actif, d'accord, on considère que ça reste un hébergeur lambda, qu'il n'est pas responsable a priori, donc vous devrez faire une demande auprès de l'auteur avant d'aller voir l'hébergeur. Et on considère qu'il a eu un rôle actif. À ce moment-là, vous allez vous épargner toute la recherche d'identité de l'éditeur, de la demande préalable auprès de l'éditeur, etc. Vous pourrez directement faire la demande auprès de l'hébergeur et voir agir contre l'hébergeur parce qu'il est tout autant responsable que l'auteur. OK, donc ça vous épargne des procédures et des formalités préalables. C'est clair pour vous, elle n'est pas forcément évidente, cette distinction hébergeur-éditeur, mais elle est importante parce qu'il faut aller demander les bonnes choses aux bonnes personnes. Du coup, je vous propose de faire des cas d'études sur cette base, sur la base de ce qu'on s'est dit, parce que ça permettra de mettre en pratique un peu ces concepts théoriques. Alors, premier cas. Si vous êtes victime de diffamation par une personne identifiée sur un forum modéré. Là, la première chose à faire... Oui. Est-ce que tu peux donner un exemple concret de diffamation? Je sais que tu en avais mis au début pour que ça parle bien aux personnes. Pour revenir dessus. En gros, la diffamation, il y a une petite subtilité, c'est que, par exemple, ça va être quelqu'un qui dit de vous que vous avez tué des animaux dans le cadre de votre activité. Voilà. C'est inverse. Bon, là, c'est un peu un cas extrême. Ça peut être, par exemple, le fait que quelqu'un dise que vous n'avez pas votre diplôme de vétérinaire alors que vous exercez la profession de manière illégale. OK. Il y a une petite subtilité sur la diffamation qu'il n'y a pas sur l'injure ou le dénigrement, c'est que la diffamation a une exception de vérité, qu'on appelle une exception de vérité. C'est-à-dire qu'a priori, un propos qui porte atteinte à quelqu'un en disant quelque chose sur un fait, je n'ai pas mon diplôme, j'exerce la profession de manière illégale, a priori, vous allez pouvoir, comme c'est un fait, vous allez pouvoir démontrer la vérité.
OK? Donc, si quelqu'un dit ça de vous, soit c'est vrai, et à ce moment-là, ça n'est pas une diffamation, soit c'est faux, et c'est diffamant. Mais vous allez pouvoir démontrer que c'est faux, pour démontrer que c'est diffamant, et donc attaquer la personne. Mais si c'est vrai que vous n'avez pas de diplôme de vétérinaire et que vous exercez de manière illégale, ce ne sera pas de la diffamation. Bon, là, encore une fois, je vous prends un cas extrême, mais sur des choses plus subtiles, en matière de diffamation, il y a une exception de vérité qui fait que le propos a priori diffamant ne l'est plus si le fait est vrai. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? OK. Donc, pour prendre un exemple, donc, prenons l'exemple de la diffamation. On se fait diffamer par une personne identifiée sur un forum modéré. Première chose, on répond au contenu, sans faire d'injures, de diffamation ou autre nous-mêmes. OK? Ensuite, on va contacter l'auteur du propos parce qu'il est identifié, pour lui demander de retirer le contenu. Mais on va aussi contacter le forum pour lui demander de retirer le contenu parce que le forum a modéré le contenu et donc on peut agir contre lui en premier lieu, OK, en même temps que l'auteur parce qu'il est assimilé à l'auteur. Et si les deux refusent, l'un ou l'autre, on saisit le tribunal, OK, sur une action rapide et simplifiée. Donc dans ce cas-là, identifié forum modéré, le fait est que l'un et l'autre sont tout autant responsables de retirer le contenu et de la publication du contenu, et donc de son retrait. Okay. Dans un autre cas, si je suis victime de dénigrement par un confrère identifié sur un forum non modéré. À ce moment-là, première chose à faire, on répond au contenu avec un droit de réponse, une réponse aux avis. On contacte le confrère pour lui demander de retirer le contenu, puisqu'il est identifié, on le contacte en premier lieu. Et on ne contacte pas le forum non modéré en premier lieu, puisque il est non modéré, il est un simple hébergeur, il faut d'abord demander à l'auteur. OK? Et c'est seulement si le confrère refuse qu'on notifie au forum le contenu et qu'on lui demande de le retirer. Et c'est seulement s'il ne le retire pas qu'on saisit le tribunal. OK? On saisit le tribunal, 1, pour demander le retrait du contenu, et 2, si on veut, réparation de son préjudice. OK? Et encore une fois, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de dénigrement pour bien faire la différence entre diffamation et dénigrement? Ouais, alors le dénigrement, la diffamation, c'est quelque chose qui porte sur quelque chose de factuel contre une personne en tant que telle. Le dénigrement, c'est factuel ou non, qui va porter atteinte à la personne, mais par le biais d'une critique de ses produits ou services. Par exemple, dans le cas du confrère, c'est les services rendus sont médiocres par mon confrère, venez chez moi, je fais les choses bien mieux. La différence entre diffamation et dénigrement, parfois, est très discutable. C'est juste que c'est des fondements différents, que c'est toujours, enfin, il faut choisir le bon fondement, mais dès qu'il y a une critique des produits ou services, dans votre cas des services, on va sur le dénigrement. Et quand il n'y en a pas, on va sur la diffamation. OK? Et le dénigrement peut porter sur quelque chose de vrai. OK? Contrairement à la diffamation, la diffamation est l'exception de vérité. Le dénigrement, peu importe que ce soit vrai ou faux, si c'est de la concurrence déloyale, vous pourrez engager une action et obtenir un dédommage d'intérêt. OK? C'est ça la différence. Donc, dans ce cas-là, confrère identifié, forum non modéré,
On ne peut pas, comme dans le cas précédent, agir contre la personne et le forum en même temps, forum assimilé à un éditeur. Ici, c'est un forum assimilé à un hébergeur pur et dur. Donc, on doit respecter le process de demander au confrère d'abord. S'il refuse, demander au forum. S'il refuse, demander au juge d'imposer au forum de retirer. Et en parallèle et en plus, si on veut, s'il y a un préjudice, on agit contre le confrère pour les dommages et intérêts pour le préjudice, et pas contre le forum. Okay, alors que dans le cas précédent, le forum modéré, on peut obtenir des dommages et intérêts de sa part aussi. Donc ensuite, le cas d'une injure. Je suis victime d'une injure par une personne non identifiée, sur Facebook. Bon, un exemple d'injure, je pense que je n'ai pas besoin de vous en donner, c'est une insulte. Se faire traiter de con, c'est de l'insulte. OK? Donc, là, on a une personne non identifiée sur Facebook, c'est-à-dire un réseau social, qui se comporte comme un hébergeur et qui ne fait pas de la modération. Okay, donc, qui, a priori, n'a pas de rôle actif et donc n'est pas assimilé à un éditeur. Classiquement, on répond au contenu. La personne n'est pas identifiée, donc on ne peut pas lui écrire ni lui demander le retrait d'un contenu. Donc, on va directement auprès de l'hébergeur, okay, pour lui notifier le contenu illicite. On lui demande deux choses, de retirer le contenu et de nous communiquer les données d'identification de l'auteur. Là, Facebook va accepter ou refuser selon deux cas. Il va accepter si le contenu est manifestement illicite. Il va refuser sinon. Et pour la communication des données de l'auteur, théoriquement, vous allez lui demander, il va toujours refuser et vous ne pourrez rien y faire. Dans la pratique, il refuse tout le temps. Okay, il faut savoir que les moteurs de recherche et les réseaux sociaux sont très frileux à retirer des contenus. C'est pour ça que je vous décris tout ce process. Déjà parce que pour les demandes de retrait de contenu, ils vous diront toujours « ça n'est pas manifestement illicite, donc je ne suis pas obligé de le retirer. Allez voir un juge si vous voulez. » Et pour les demandes de communication des données de l'auteur, ils vous diront toujours « ça n'est pas mon travail de communiquer les données personnelles d'un de mes clients. Je ne le ferai que si un juge me l'ordonne. » Okay, donc, là, s'il refuse de retirer et ou de communiquer les données de l'auteur, vous saisissez le tribunal, l'impose et qu'il ordonne à Facebook de retirer le contenu et qu'il lui impose de vous communiquer les données de l'auteur. Et à ce moment-là, lorsque vous aurez les données de l'auteur, il faudra saisir le tribunal pour obtenir réparation de votre préjudice contre l'auteur et non pas Facebook. OK. Et dernier cas, c'est juste pour vous, alors c'est pour illustrer un petit peu les premiers propos de Sylvie d'avant. Vous recevez une critique négative par un patient sur Google My Business. Là, l'idée de ce cas, c'est de vous dire que vous pouvez faire des mesures précontentieuses, mais si vous engagez une action, vous n'obtiendrez pas grand-chose. Là, évidemment, vous allez répondre aux commentaires comme d'habitude. Vous allez contacter l'auteur en lui disant que vous considérez que ça vous porte préjudice et vous lui demandez de retirer le contenu. S'il refuse de retirer, vous allez demander à Google de retirer le contenu. Si c'est des propos simplement négatifs, une critique négative qui n'est ni diffamante, ni dénigrante, ni injuriante, Google, l'auteur déjà ne retirera pas et Google vous dira non, ça n'est pas manifestement illicite. Là, vous avez le choix de saisir le tribunal, mais c'est franchement déconseillé parce que vous n'allez rien obtenir de lui. Enfin, devant les tribunaux, sur un malentendu, ça peut passer. Mais l'idée, le message que je veux vous faire passer, c'est qu'il faut accepter les critiques simplement négatives et que vous pourrez toujours essayer de demander à l'amiable, à l'auteur, puis à l'hébergeur de retirer le contenu. Mais si vous ne l'obtenez pas à l'amiable, ce qui sera souvent le cas, il sera peu opportun d'aller devant un tribunal pour essayer de l'obtenir. Parce que le tribunal vous dira c'est pas diffamant, c'est pas injurieux, c'est pas dénigrant.
il faut accepter la critique. Voilà, en gros, c'était pour illustrer ce qu'on disait sur contre qui agir et comment, selon quel process. Si vous avez d'autres cas pratiques que vous voulez qu'on évoque aussi pour concrétiser un peu tout ça, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, d'emblée, une question là qui m'a été posée, qui fait référence au dernier cas. Il y a des entreprises qui apparaissent aujourd'hui qui se proposent de gérer à la place des personnes ou des entreprises vétérinaires, de gérer leur compte Google My Business. Est-ce que vous avez un avis particulier là-dessus? Non, on n'a pas d'avis particulier. Nous, on n'a jamais eu affaire à ça. Je parle pour Sylvie. C'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui sait comment gérer la réputation sur Internet. Et il y a souvent des entreprises spécialisées là-dedans. Elles seront peut-être plus au fait que vous, c'est pas du tout personnel, hein, mais elles sont censées connaître le droit et ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Donc peut-être qu'elles jugeront mieux que vous de ce qu'il faut faire. Après, c'est peut-être, je pense que il y a aussi beaucoup de bon sens dans l'appréciation des avis, etc. en amont, qui vous permet, vous seul personnellement, de gérer les avis, de savoir s'il faut faire quelque chose pour les retirer ou pas, etc., etc. D'accord, très bien. Et une autre question, en ce qui se concerne, je pense que c'est toujours un des gros sujets, c'est qu'à partir du moment où quelque chose est publié, on a quand même envie que ça disparaisse rapidement. S'il s'agit de quelque chose qui doit passer par le tribunal, quel est le timing généralement? J'imagine que parfois c'est un peu au doigt mouillé, mais oui, alors il y a un timing. Il y a un timing spécifique en matière de diffamation. Il faut agir dans les 3 mois de la publication. Après, c'est foutu. Ok. D'accord. Tout le reste, c'est la prescription d'action classique, c'est-à-dire 5 ans, vous avez le temps, mais le problème, c'est que ça vous porte préjudice, donc vous n'allez pas attendre tout ce temps. Donc le timing, de toute façon, pour aller devant le juge, de 2 choses l'une. Soit ça vous porte extrêmement préjudice parce que ça communique une information extrêmement problématique et vous allez pouvoir saisir le juge des référés, comme on a dit, là maintenant tout de suite, pour qu'il juge maintenant très rapidement en tout cas. Okay, il existe des référés sur 2 mois et des référés d'heure à heure. On a une audience sous 24 heures. Et voire même sur voie de requête aussi dans certains cas. Moi, j'ai déjà saisi le juge de façon non contradictoire via une requête pour faire retirer un contenu sur un réseau social. Mais bon, ça marche. Enfin après, bon, ça marche pas toujours, quoi. D'accord. Donc sur le timing, vous avez des procédures, comme on a dit, rapides, accélérées, de quelques mois, de quelques semaines ou de quelques heures. Soit contradictoire, c'est-à-dire que vous devez assigner nécessairement l'hébergeur, moteur de recherche ou réseau social devant le juge, soit de manière non contradictoire, comme on disait, vous allez vous-même tout seul devant le juge, ça va plus vite. Voilà. La seule contrainte, c'est en matière de diffamation, le délai de prescription limité. Et après, le plus vite vous allez, le mieux c'est, parce que vous aurez, si vous avez besoin d'obtenir des dommages et intérêts, le juge va prendre en compte ces éléments. Si vous laissez traîner la publication pendant 1 an et que vous agissez ensuite en demandant une somme importante de dommages et intérêts, vous ne l'aurez pas parce que le juge va vous dire mais ça fait 1 an que vous vous subissez la publication du contenu où vous n'avez rien fait, donc c'est bien que votre préjudice n'est pas très important. Ok. Contrairement, si vous montrez que vous êtes signé au bout de 6 mois, parce que pendant 6 mois, vous avez essayé de contacter l'auteur, l'hébergeur, bon, 6 mois c'est peut-être un peu trop, mais 3 mois, vous avez fait des démarches en tout cas pendant un temps
dès le départ et pendant un moment, là, on vous dirait qu'en effet, votre préjudice est peut-être justifié parce que vous avez démontré en faisant les démarches nécessaires maintenant tout de suite que ça vous portait préjudice. Ok. Très bien. J'ai encore une question. Que pensez-vous de bannir certaines personnes qui mettent des propos irrationnels sur Facebook? J'imagine que c'est sur la page de la clinique, par exemple, de carrément les bannir. Est-ce qu'il y a un process particulier? Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur Facebook pour bannir des gens. J'imagine qu'on peut. Ça, c'est pas, encore une fois, pour le coup, c'est pas du juridique, c'est une question d'image. C'est juste que si la personne a écrit 10 commentaires totalement injurieux, même 3 commentaires totalement injurieux, il sera totalement justifié de la bannir. Et si elle vient s'en plaindre après par ailleurs, ce sera justifié. Si elle a écrit 1 ou 2 propos négatifs et que vous la bannissez, elle s'en plaindra et après vous aurez un préjudice d'image, c'est-à-dire que vous faites de la censure. Il faut aussi, ça rejoint l'idée de les avis négatifs sont tolérés et tolérables. Et après, Julie, on t'entend plus. On a perdu Julie. On a perdu Julie. Pardon, on a eu, oui. Non, et moi je voulais ajouter aussi, il y a quand même un process aussi de Facebook. Hein, on peut pas bannir comme ça de manière arbitraire, même si on considère que c'est diffamant. Ou après, bien sûr, il faudra faire la demande auprès de Facebook et c'est elle qui appréciera en fonction des motifs. Ok, très bien. J'avais aussi une question plutôt sur la source des données que vous aviez mis au tout début sur le nombre de vétérinaires. Oui, c'est Enigma. Alors, c'est une. Oui, ça, je pense qu'on l'a mise. Je pourrais vous la donner par écrit. Oui, hein. avec plaisir. C'était une question. Enquête Imago de mars 2019. D'accord. Enigma Martin. Imago, pardon. Imago. Imago. Ok, très bien. Ok, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là, à moins que quelqu'un d'autre ait une question. Merci beaucoup à vous, Sylvie, cette présentation hyper intéressante, hyper détaillée. Merci à tous les participants et bien sûr, la conférence sera disponible en replay sur YouTube et également en replay oral sur Spotify sous format podcast. Et si vous voulez vous souscrire à nos futurs webinaires via notre newsletter, n'hésitez pas à aller visiter notre site simyvet.fr. Ou comme j'ai dit sur les réseaux sociaux via @simaevet. Et si vous avez des questions, vous voulez rentrer plus en détail sur des consultations juridiques, n'hésitez pas à contacter via avocat et les coordonnées qui sont disponibles à l'écran, qui sont là depuis. Voilà. En tout cas, je vous remercie et merci à tous et à très bientôt. Merci à vous, au revoir.